Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu, et à nouveau avec Jeff pour cette série de vidéos où il a préparé des questions de son côté. Je ne les connais pas, je lui dis ce que tu veux, je lui ai juste dit à 2-3 thèmes que non, parce que je sais que des fois il peut s'emballer comme tout le monde, et on aimerait bien que la chaîne reste. Voilà, donc merci à lui. Comment vas-tu, Jeff? Ça va et toi? Eh bien écoute, très bien, merci de ta présence une nouvelle fois et du temps que tu prends pour la mécanique de la vie et pour toutes ces questions. Merci encore. Et pour ton travail aussi au quotidien, parce qu'il fait d'autres choses. Merci beaucoup à lui. Les amis, toujours sur Instagram au quotidien, je le dis pour ceux qui nous rejoindraient qu'aujourd'hui, de manière secondaire, il y a Facebook et TikTok, mais principalement c'est largement Instagram. Ensuite sur YouTube bien sûr, et après les différents, le même contenu en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. Voilà, pour essayer de couvrir le maximum de plateformes pour que ce soit facile pour vous de retrouver la mécanique de la vie au maximum. Voilà. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis, dans le futur, on sera sur Discord. On pourra justement parler de manière privée, donc on pourra aller plus loin, on pourra aller sur plus de sujets. Et aussi, on pourra surtout se mutualiser, c'est-à-dire lancer des thèmes que pendant une semaine, par exemple, sur un channel, tout le monde réfléchisse dessus, donne ses opinions, etc. Et même à la fin, ce qui serait top, d'extraire les conclusions qui sortiraient de ces channels, ça serait le feu. Souhaitons-le, ça serait extrêmement sympathique. Et même à la fin, imagine, on pourrait les saisir sur une espèce de bouquin de réflexion. Ça pourrait être extrêmement profitable. Voilà, donc ça, je pense, après l'été, probablement, parce qu'on est encore trop peu connu, même si d'ici cet été, il ne devrait pas se passer grand-chose. Mais bon, voilà, on aura traîné au maximum. Voilà. Écoutez, nous allons démarrer maintenant avec les premières questions. Alors, première question, j'aurais aimé te questionner sur un constat. C'est que généralement, on pense que tout a une solution technique, technologique. En tout cas, c'est le constat qui nous est proposé par la société actuelle. D'autres, comme il y a un philosophe ou un chercheur qui s'appelle Aurélien Barraud, qui lui parle un peu que c'est l'opposé que l'on devrait chercher. Quel est le point de vue de la mécanique de la vie sur ce sujet en globalité, je veux dire? Alors, pour moi, c'est une erreur philosophique fondamentale de penser que la science trouvera toujours la solution à tous les problèmes, parce que la science est exceptionnelle, surtout pour diagnostiquer. En fait, ça dépend de quel sujet on parle. Très souvent, c'est le diagnostic que la science fait extrêmement bien. La réponse au diagnostic, parfois, s'inscrit dans un temps que les humains n'ont pas forcément. Le problème, il est notamment là. De plus, la science s'inscrit en utilisant des ressources et des faveurs de la création à des fins de confort ou de contournement pour les humains. Voilà. Qui dans l'absolu devrait être interdit, bon, même si dans un petit registre ça pose pas de problèmes fondamentaux. Voilà, donc ça c'est vraiment le problème, c'est que la science normalement elle aurait dû garder, il aurait dû avoir de la philosophie dans la science, ce qui à mon avis a cruellement manqué, et elle aurait dû s'orchestrer dans une dynamique plus profonde qui aurait été comment améliorer le bonheur des individus. Et la science ne s'est pas inscrite à comment améliorer le bonheur des individus. En tout cas, beaucoup trop ont perdu ce fil-là. Elle est de suite partie comment améliorer le confort, des intérêts financiers, des intérêts de domination. Et elle ne s'inscrit pas dans la prospérité parce que le problème qu'il y a, c'est que comme beaucoup d'hommes de science, beaucoup trop en tout cas, même s'il y a plein d'exceptions, beaucoup trop d'hommes de science, et notamment aujourd'hui, s'inscrivent dans un athéisme profond. Moi, je ne suis pas du tout contre l'athéisme. Je pense que l'erreur est plutôt de ne pas laisser la possibilité que Dieu existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la science, en vous disant que votre seul problème, il est dans votre temps d'homme, c'est-à-dire pour vos 70 années sur Terre, et que vous n'avez de compte à rendre à personne puisque Dieu n'existe pas, ça veut dire que tout ce que vous allez produire, vous ne le faites qu'à la fin de votre propre existence. Si vous avez un minimum d'empathie, à la limite celle de vos gamins, mais bon, la plupart du temps ça s'arrête à l'individu lui-même. Et vous pensez en plus que si vous n'êtes pas vu, vous ne serez pas pris. Et bien là, ça pose un énorme problème de fondamentaux à la science, c'est que justement,
elle sort quelque part la possibilité qu'une origine créatrice ait à fabriquer tout ça, et elle s'inscrit dans un temps d'homme, et donc c'est une forme de déconnexion, c'est-à-dire qu'elle n'épouse pas la réalité environnementale et celle de l'univers. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne considère pas les limites de la planète, ni les ressources. Elle considère simplement des faits d'homme dans un temps d'homme, c'est tout. Et donc le problème, c'est que comme elle n'est pas dans la réalité de ce qui nous entoure, eh bien elle nous condamne très probablement à être punis d'une certaine manière, puisque la science n'est pas fabriquée dans un souci de prospérité. Elle n'est pas là pour s'inscrire dans les siècles et les millénaires, elle est là pour répondre à une problématique immédiate, d'immédiateté, et pas dans une dynamique d'anticipation. Même si elle peut l'être de temps en temps, mais le problème c'est que les décisionnaires, ceux qui ont en main les changements possibles dans la société, ne vont pas s'en servir à ces fins-là, ils vont s'en servir à des fins extrêmement courtes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tous ceux qui gouvernent ce monde n'ont des comptes à rendre à personne, et en plus ils s'inscrivent dans nous en France c'est des quinquennats, tu peux faire tout l'inverse de ce que tu dis, tu n'as de compte à rendre à personne, voilà, et en plus comme derrière il y a toujours des intérêts industriels, commerciaux, eh bien si une réalité environnementale vient contraindre des intérêts financiers, eh bien, en fait, la version sera détournée aux fins industrielles, ce qui est dans l'ordre des choses quand nous sommes des hommes, et que ce sont eux qui dirigent, évidemment. Voilà. Donc, c'est toute la problématique autour de cette question-là, en tout cas pour moi. C'est que la science, en fait, se sert de la création pour créer des faveurs, des technologies ou plus d'aisance, enfin, plein de choses pour l'homme, mais elle se sert de la création. Et donc le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, elle n'est pas la réponse à tout, parce qu'elle est la réponse à des névroses d'hommes, puisqu'elle ne s'inscrit pas dans la prospérité absolue de l'univers. Voilà. Elle est sur une politique extrêmement court-termiste. Et surtout, le gros problème, c'est de ne pas avoir mis la potentielle possibilité que Dieu existe dans l'équation. Et ce qui, je pense, c'est son plus grand mal, en fait. C'est son plus grand mal. Parce que du coup, en le niant, elle nie l'évidence. Parce qu'en fait, bon, là, je tourne un peu en rond, mais ce que je veux dire, c'est que si vous faites, par exemple, la planète a des ressources limitées. Nous avons un fonctionnement qui est basé sur la croissance. Donc, en fait, mathématiquement, notre civilisation est condamnée. Mathématiquement, puisque nous, la croissance et le développement est l'inverse même de la définition de ressources illimitées. Donc ça ne peut pas fonctionner, en fait, factuellement. Et nous continuons de penser pour la plupart que la science trouvera toujours la solution à tous les problèmes. Mais en fait, elle ne trouve la solution en vérité aucun problème. On n'a jamais été aussi névrosé, on n'a jamais pris autant d'antidépresseurs, on ne sait toujours pas pourquoi quelqu'un qui a fait un check-up complet meurt d'un arrêt cardiaque alors qu'il mange bien, il ne fume pas, il ne boit pas, rien du tout. Donc en fait, on explique en vérité très peu de choses. Voilà. On voit très bien qu'il y a toujours une main supérieure qui glissait dans tous les paradigmes de l'existence humaine, et on s'évertue à nier qu'il y a une intelligence supérieure, ce qui à mon avis est une erreur fondamentale, au moins d'émettre l'hypothèse que c'est possible. Voilà. Et donc nous avons fabriqué un monde où on nous a conditionné à penser, mais ça c'est le conditionnement hollywoodien aussi, c'est-à-dire que comme tous on a baigné dans la happy end, on croit tous que, je sais pas qui, Harrison Ford ou Schwarzenegger va débouler à 2 minutes de la fin et va nous dire non, vous inquiétez pas, on avait prévu, il y a un truc providentiel, mais non, même le soleil n'est pas éternel apparemment mathématiquement, et donc nous sommes condamnés à la fin. La question est de savoir à quelle heure était-elle, voilà. Et surtout de ne pas avancer l'heure, voilà, ce qui serait l'horreur absolue. Voilà. Donc je pense que l'intérêt même de ce qu'on pourrait appeler la sobriété prospère, c'est trouver un compromis quelque part entre notre capacité d'aller plus loin et le confort. Voilà. Mais notre confort devrait passer après ce qui pourrait être une agression pour la prospérité de l'humanité et des civilisations. Voilà. Et ça, c'est vraiment le grand mal. C'est vraiment le grand mal d'aujourd'hui. Et puis la technologie, pour poursuivre le raisonnement, nous propose une liberté qui dépasse la condition de l'homme, en fait. Et je pense que, tu me dis, non, si mais je suis fais 100% d'accord erreurs, pour le moment. Je pense que le fait d'avoir accès à des technologies sans y mettre une sagesse ou une intelligence
un peu supérieure à celle de l'homme ou aux effets de groupe par lesquels on peut être biaisé, va justement empêcher les bonnes décisions et subir des conséquences telles que nous les connaissons déjà. Complètement, ou même qu'elle nous domine tant qu'en fait elle nous échappe. Je veux dire, on est quand même la seule espèce qui est arrivée à faire en sorte qu'elle est largement assez pour s'autodétruire. Il faut le faire quand même. Voilà. Alors, on est quand même, depuis la Seconde Guerre mondiale, grosso modo en 70 ans, si vous regardez les statistiques, vous allez vous taper le cul par terre. On a détruit les espaces de vie, on a détruit la biodiversité. 85% des espèces ont été détruites par l'homme en tout cas. Voilà, donc c'est pas être alarmiste, on l'a déjà fait. C'est un constat. Voilà, c'est un constat, on l'a déjà fait. Donc tout ça, c'est une réalité. Et en fait, on continue de dire la science va nous sauver, la science va nous sauver, la science... D'accord, si tu veux. Très bien. Voilà, bon, c'était une parenthèse qui était un peu à part, mais c'est important quand même d'émettre ce sujet pour certains parce que il faut quand même faire. C'est quand même des sujets de réflexion qui sont importants dans le conscient collectif, parce que ça fait partie des grands enjeux à venir de l'humanité, et je renvoie chacun au rapport Meadows ou à ceux du GIEC, qui pourtant est quand même pas le plus, à mon avis, libre de décision et de moralité qui soit. Voilà. Et vous verrez que c'est extrêmement factuel et que le nier, en fait, c'est mettre de plus en plus en danger les hommes, quoi. Voilà. Parce que la nature, elle sera là après nous, évidemment. Elle sera juste un peu plus hostile. Les certitudes rassurent. Voilà. Donc non, la science n'est pas en capacité de toujours trouver la solution. Elle trouve des solutions, elle ne trouve pas toutes les solutions puisqu'elle vit dans un monde qui lui est fini. Et donc dans un monde qui est fini, par extension, vous ne pouvez pas penser que la solution sera toujours là, sachant qu'en plus on ne se sert que des créations qui existent déjà. Nous ne créons rien, en fait. Nous utilisons ce qui a été créé, engendré, nous modifions la fonction originale pour l'utiliser à des fins que nous croyons bonnes ou monnayables. Voilà. Mais c'est tout ce que nous faisons. En vrai, l'homme n'a jamais rien créé, il a juste modifié la fonction initiale de choses qui existaient déjà avant et qui sont infiniment moins complexes que l'univers qui l'entoure en plus. En fait, on m'a donné la main, peut-être pour aller cultiver, peut-être pour me servir d'outil, et non pour aller taper sur le premier qui passe dans la rue. Ça c'est le changement de fonction que j'aime bien énumérer. Ouais, voilà. Ça c'est le détournement de la création. La création, elle était là pour fonctionner dans un certain registre, et quand on sort trop de cet ordre établi, parce qu'en fait on veut nier cette création et un potentiel créateur, c'est là où quelque part on maudit les modifications ou les choses que nous avons construites parce qu'elles ne s'inscrivent plus dans un ordre prospère. Donc elles vont être relancées, elles vont être projetées dans la sélection naturelle et dans le décalage de l'équilibre. Voilà. Et comment en fait elles vont créer des idées. Non, en fait, ce que je veux dire, parce qu'à force je dis des mots, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, à force de puiser les ressources, on est en train de créer des déséquilibres de manière environnementale. Voilà, ça c'est factuel. Donc tout déséquilibre doit trouver un nouvel équilibre ailleurs. Donc quand vous avez fait trop longtemps, trop de négatifs, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui vienne contrebalancer dans l'opposition opposée pour permettre à un nouvel équilibre de se créer. Simplement, quand vous êtes au milieu, ça pique. Voilà. Super. Bon, mais écoute, je vais repartir sur un consensus que tu as évoqué tout à l'heure, c'est celui du bonheur. Ouais. Tu as dit que le bonheur, ça devrait être au centre des aspirations de tout être humain. En tout cas, c'est le constat que fait la mécanique de la vie et moi en général. Donc ma question, c'est la suivante. Pourquoi aujourd'hui avoir mis la croissance et la productivité au centre et non justement cette quête du bonheur? Il y a plusieurs façons d'y répondre. Sur le plan absolu, il faut comprendre quoi, vous êtes sur Terre pour évoluer. Si vous devez évoluer, il faut que vous viviez des choses qui soient différentes. Pour qu'elles soient différentes, il faut qu'il y ait des hommes qui créent un monde différent. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des individus qui changent justement les paramètres initiaux, sinon nous serions toujours des chasseurs-cueilleurs et les paramètres n'auraient pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que les problèmes d'ordre personnel, spirituel, sociétaux, le problème de place par rapport à nous, à la nature ou à Dieu, ne seraient pas les mêmes si nous étions restés des chasseurs-cueilleurs assez peu itinérants. Voilà. Donc il fallait créer ça. Et donc il fallait qu'à un moment donné, l'origine créatrice consente
à ce que ces paradigmes-là germent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines cervelles, il doit mettre des idées scientifiques, des idées de technologie, des idées d'énergie. Hein. Voilà, maintenant vous allez créer énergie, vous allez découvrir l'électricité, vous allez découvrir les hydrocarbures, vous allez découvrir le moteur explosion, parce que comme ça, vous pourrez voir qu'en fait, vous n'êtes pas la seule civilisation qui existait. Vous pourrez voir comment fonctionnent les Australiens, alors que finalement, vous êtes un Européen, mais en fait, vous allez les coloniser. Enfin voilà. Et donc, tu vas avoir accès à toute la diversité du monde, comme pour en faire la synthèse. Donc ça veut dire que la science, à un moment donné, Dieu va faire germer de la science. Nous, on va dire oui, ça y est, on a trouvé la solution pour contourner l'absolu. Enfin, nous, certains. Ensuite, Dieu va se servir de ça pour pouvoir découvrir tous les paramètres et les paradigmes qu'il avait créés dans cette incarnation et dans cet espace-temps-là, pour en créer des nouveaux plus complexes, pour pouvoir mettre les hommes face à de nouvelles choses qu'ils n'avaient pas rencontrées quand ils étaient au Moyen-Âge, à la Renaissance, en mode chasseur-cueilleur, etc., etc., pour voir comment il va se comporter dedans. Et c'est à ça, finalement, que servent tous ces trucs-là. Voilà. C'est pour ça que, rationnellement, effectivement, voilà, calculer le monde avec une croissance illimitée, alors qu'on est sur un monde dont les ressources sont elles, limitées, c'est une erreur philosophique et même scientifique fondamentale, clairement. Voilà. Mais ça sert quoi? Ça sert le jeu, ça sert le gameplay, ça sert l'expérience, parce qu'en fait, dans l'absolu, on n'est pas là forcément... enfin, en tout cas, les civilisations ne sont pas là pour s'inscrire dans l'absolu, je parle, dans une prospérité éternelle. Elles sont là pour s'inscrire comme un paramètre, hein, comme un paradigme, comme un niveau de jeu. Et en fait, une fois qu'une civilisation a servi le jeu, c'est-à-dire les interactions qu'elle va créer avec les individus à l'intérieur, eh bien en fait, il faut que vous passiez à un nouveau niveau, et donc à un nouveau paradigme. Donc, par exemple, prenons les Romains, puisque c'est celui qui nous vient le plus spontanément. Les Romains ont largement dominé par consentement divin. Ils ont servi un paramètre, un paradigme qui a permis de faire plein d'interactions entre les individus, qui ont permis de comprendre plein de choses. C'était un niveau du jeu. Vous êtes passé à d'autres niveaux entre les deux. Hein. Il y a eu le Moyen-Âge, etc., qui amènent d'autres paramètres. Et aujourd'hui, la civilisation moderne, alors en Occident, on a certains paramètres, dans d'autres pays, il y en a d'autres, mais par exemple en Occident, ça sert ce paramètre et ce paradigme. Et une fois qu'en fait, on aura puisé le maximum de ce qu'avait offrir ce niveau de jeu-là, ce niveau de jeu-là, très probablement, n'aura plus d'intérêt, puisque les humains auront appris ce qu'ils avaient à apprendre de ce niveau-là. Et donc ce niveau-là pourra disparaître pour laisser place à un nouveau encore, qui lui aura des nouvelles choses, des nouveaux enjeux, des nouvelles complexités ou des nouvelles facilités potentiellement aussi, dans lesquelles il faudra que nous évoluions pour voir ce que nous en comprendrons, pour pouvoir être des individus qui en éprouver la vie sous ces diverses aspérités, ces diverses complexités, ces diverses tentations. Parce qu'en vérité, les paramètres des jeux sont en fait des espèces de tentations maquillées pour nous détourner de leur fonction première. Et c'est tout l'intérêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on s'inscrit dans cette croissance. Alors évidemment, là, je vous ai fait le plan semi-absolu. Je peux revenir et vous faire le plan basique. Oui, il y a une élite qui a le pouvoir et pour des intérêts de pognon, parce qu'ils ne pensent qu'à ça, ils veulent continuer à les garder. Et c'est pour ça qu'ils ont la Banque Centrale Européenne, la Fédérale Réserve, la BRI, etc., etc. Bon, je peux aussi vous faire le plan extrêmement terrestre, bien sûr. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous l'avez partout, ces informations, et c'est même pas drôle, ils s'en cachent même plus. Voilà. Donc ça, c'est pas marrant. Ça, c'est accessible à tous, on a bien compris. Donc maintenant, l'intérêt est de comprendre le plan supérieur. Hein, c'est le but de la mécanique de la vie, comprendre les lois de l'univers, des choses plus profondes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, même si peut-être des fois on a tort. Et voilà. Écoute, justement, tu me permets une belle transition. Est-ce que tu peux nous parler des leurs? Pour toi, comment ils se présentent à nous et comment on peut les éviter? Les leurs. Là, le problème, c'est que c'est du cas par cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, c'est ce que je m'évertue à dire, c'est que rien n'a vocation à disparaître, même une souffrance. Une souffrance, elle est en nous, hein, ou dans la société, ou ce que vous voulez, mais vibratoirement, elle est vivante. Elle existe, d'accord? Donc, même si vous ne pouvez pas la toucher, elle existe sous une forme invisible, si vous voulez. Voilà. Donc, à partir de là, tout ce qui existe n'a pas vocation à disparaître, fondamentalement. Ça a vocation à servir des intérêts, puisque le hasard n'existe pas, que tout est toujours à sa place. Hein, dans une équation, si vous la modifiez, elle n'est plus bonne. Voilà. Donc, ça veut dire que tout est toujours à sa place. Donc, ça va servir quoi? Ça va servir des paradigmes en permanence. Voilà. Pardon, redis-moi
la question. Oui. Excuse-moi, ouais. Parle-nous des leurres, comment se présentent-ils à nous et comment les éviter? Ok. Donc, les leurres, ça veut dire qu'en fait, un leurre est l'expression d'une souffrance qui est dissimulée. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme la souffrance ne veut pas être vue ou reconnue, elle va user de stratagèmes d'une certaine manière pour pas qu'elle soit facilement diagnosticable, pour pas qu'elle soit facilement solutionnable. Voilà, l'équation elle est là. Voilà. Et donc plus vous devenez aguerri, plus vous comprenez les choses, plus évidemment ça doit jouer de subterfuge pour vous leurrer. Donc ça c'est vraiment l'essence à comprendre. Je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait elle est fonction de vos problèmes, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que cette question je ne peux pas y répondre de manière complètement explicite ou généralisée parce que c'est du cas par cas. Comprenez que par exemple, ce que je prends le plus souvent parce que c'est vraiment la base qu'on retrouve le plus chez les gens qui s'intéressent à ces sujets, c'est le sacrificiel. On comprend bien que le sacrificiel, pour se faire leurrer, si à un moment donné on comprend qu'en fait on faisait passer tous les gens de notre travail et nos parents avant nous, par quoi il va passer maintenant pour s'exprimer si tu te fais plus leurrer par ces deux biais parce que tu as compris? Il va en utiliser à nouveau. Ton enfant par exemple, voilà, pour voir jusqu'où. Donc c'est-à-dire en fait que le sacrificiel peut muter, peut prendre des apparences différentes pour continuer d'exister en soi. J'ai même vu dans des cas, où je sors même de ça, où par exemple quelqu'un qui consommait trop la vie, d'accord, qui a abusé, d'accord, en termes de sortie, là c'est un garçon en l'occurrence, de fille, etc., va être complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, son sacrifice, c'était une forme autodestructrice, finalement, pour faire passer les autres avant lui et pour consommer la vie sur certains secteurs. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, en fait, le sacrifice, alors lui, c'était pas sacrifice, c'était plus de l'autodestructif. Voilà. Même si dans l'absolu, ce qui précède pour moi serait du sacrifice. En fait, il va muter et il va être par la non-vie. C'est-à-dire, j'ai tellement abusé que maintenant, j'ai plus le droit d'abuser. J'ai trop peur de moi. Connaître les deux. Voilà, c'est l'opposition pour connaître les deux. Si bien qu'en fait, il y a une mutation de l'aspect autodestructif qui avant était dans la consommation et après qui s'est, par souci de rééquilibre lui, intégré dans ne plus vivre suffisamment. Alors que l'équilibre serait la rencontre finalement entre les deux où cet excès-là lui permet de se modérer antérieurement. Voilà. Mais la souffrance à muter, elle est passée par un autre endroit pour le leurrer. C'est ce qu'il faut comprendre de ça. C'est pour ça que la notion de leurre, elle est complexe parce qu'en fait, il faut juste comprendre que quelque chose n'a pas vocation à disparaître et prendre d'autres apparences pour pas être détecté. Et que plus tu vas comprendre ce système-là et que tu es là pour te faire leurrer, puisqu'en fait, tu es là pour faire grandir ta conscience, ton analyse, pour qu'elle grandisse, il faut que tu sois plus aguerri, plus malin. Donc si tu commences à devenir malin, il va falloir que, pour t'éprouver, que ce soit encore plus malin face à toi pour te mettre de travers. Voilà. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on retrouve aussi, même dans les relations affectives énormément, où on s'aperçoit que quelqu'un finalement change du jour au lendemain. Mais c'est pas l'autre qui change, il sert le jeu. Cette fille-là sert le jeu, ce garçon-là sert le jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu l'as attiré alors que tu avais besoin de tel truc, tu t'aimais pas assez, ou tu avais trop peur d'être abandonné, ou tu pensais qu'elle allait te sauver de ton manque intérieur, ou qu'il allait te sauver de ton manque intérieur. Et donc, en fait, tu vas attirer quoi? Toi, tu as un besoin, tu attires quelqu'un qui vient répondre à ce besoin. Lui n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu. Il est là pour servir le paradigme et le jeu, il est dans la fonction. Sa fonction, c'est quoi? C'est de t'éprouver par rapport à soi. Il ou elle est peut-être très gentil, mais simplement à ce moment-là, il va jouer ce rôle d'apparence où, par exemple, il va être extrêmement sympathique et empathique et faire attention à toi. Et puis finalement, un an plus tard, c'est la déconvenue. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait encore tout ça en toi qui résonnait et tu devais être éprouvé par le jeu pour pouvoir passer au niveau qui suit et pour comprendre en fait cette carence que tu avais à l'intérieur de toi-même. Et l'autre est venu résonner ça chez toi et le réveiller pour te le faire comprendre. Voilà. Il n'est pas bon ou mauvais. Parce que si vous réfléchissez bien, un individu comme ça, souvent les gens le savent, demandez aux filles ou aux garçons dans ces situations-là, comment ils étaient avec leur relation précédente, et vous serez souvent surpris de voir qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. Parce que souvent, vous allez entendre les garçons se plaindre « Ah oui, mais elle était comme ça avec moi. Oui, mais pourquoi elle n'était pas comme ça avec son précédent ?» Et inversement. Donc ça veut dire qu'il ou elle est venu remplir une fonction pour servir le jeu et pour l'éprouver, pour pouvoir passer au paramètre qui suit. Ça veut dire qu'en fait, tu t'es fait leurrer par le malin. Mais on le fait tous, on se fait tous leurrer. Simplement, c'est le jeu, mais il faut comprendre à un moment donné comment esquiver le truc.
C'est-à-dire il ne faut pas être certain. Le principe d'incertitude dans la vie et la mécanique de la vie, c'est la base. Vous ne pouvez jamais être certain d'un humain. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir peur qu'il vous trahisse. Si vous avez peur qu'il vous trahisse, vous trahiront. Donc n'ayez pas peur qu'il vous trahisse. L'humain est fabriqué pour ça, si vous en avez peur. Voilà. Parce qu'on a tous les paramètres à l'intérieur de nous pour être des traîtres. Simplement, pourquoi on se tient suffisamment bien ou mal, c'est juste parce qu'on n'est pas suffisamment éprouvé, très souvent. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne se révèle que dans la vraie difficulté. C'est-à-dire que tout le monde est fidèle s'il n'y a pas de tentation. Je veux dire, l'équation, elle est vite faite, d'accord? Par exemple, la collaboration. Ça, c'est un sujet sur lequel qui résonne très bien. Souvent, moi, les gens, quand on aborde des sujets-là, ah oui, la collaboration, la collaboration. Mais la collaboration, c'est juste quelqu'un que la peur a dominé. C'est pas quelqu'un de mauvais, fondamentalement, d'accord? Fondamentalement, collaborer, ça veut dire que ma peur m'a dominé, et donc du coup, j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait si je n'étais pas en situation de peur. Bon, jusqu'à là, c'est ce que nous faisons tous au quotidien, à des degrés variables, mais c'est ce que nous faisons tous. Voilà. Maintenant, pour ceux qui se pensent bon, on vous met un flingue sur la tempe, et on vous dit maintenant tu vas collaborer. Bon, ben, peut-être que toi, tu as des grosses coronesses, tu vas dire non. Appuie, pas de problème. Bon, super. Maintenant, je prends le gun et je le pointe sur ton gamin. Ta femme, tes parents. Ou je vais commencer à torturer tes gosses. T'es un collabo, t'es pas un collabo. Donc, c'est là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des complexités par rapport aux apparences. Alors oui, le collabo qui le premier jour vient et te dit tout alors que tu l'as pas encore menacé, évidemment qu'il y a de la vraie collaboration, on est bien d'accord. Mais dans l'absolu, c'est juste quelqu'un que la peur domine, et la peur peut dominer tous les hommes. C'est pas parce qu'on fait de notre mieux qu'on n'est pas tous assujettis à la collaboration. Et la collaboration, c'est quoi? C'est de la traîtrise dans l'absolu. Donc ça veut dire que l'humain, selon les paramètres qui vont être autour de lui, tous les humains sont assujettis à la trahison. C'est juste l'intensité à laquelle on va mettre ce qui est autour de lui. C'est-à-dire que peut-être dans l'absolu, il y a 5% des gens qui ne le sont pas du tout assujettis, qui pourraient mourir et tout sacrifier pour ne jamais trahir, peut-être, mais 95%, c'est juste une question d'intensité de la difficulté que vous devez mettre face à eux pour qu'ils trahissent, c'est tout. Voilà. Donc l'humain est fabriqué pour trahir. Donc n'ayez pas peur de la trahison, tout le monde est un traître potentiel, c'est la vie, nous sommes des êtres défaillants, c'est dans l'ordre des choses, nous essayons juste de nous améliorer. Oui, il y a un curseur entre la traîtrise, je crois que ça se dit, ouais, je crois. et la fidélité, quoi. Oui, complètement, complètement. Alors après, celui qui dans la facilité tombe, bon, c'est assez décevant bien sûr, mais généralement, si vous attirez la situation, c'est que vous êtes en résonance. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de se dire, oui, ils sont comme ci, ou elle est comme ça. Non, en fait, vous avez attiré la situation. Si vous l'avez attirée, c'est que vous êtes en résonance, c'est qu'elle vous était nécessaire pour évoluer. Je sais que c'est extrêmement cru et cruel pour certains d'entendre ce discours-là, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Donc, je vous somme d'y réfléchir. Et d'ailleurs, je le redis, je l'ai dit il y a 5 minutes, tous les gens ne se comportent pas de la même manière en fonction des individus. Peut-être que celui qui vous a trahi n'avait pas trahi la précédente. Donc, ça veut dire qu'il y a résonance en vous et qu'il y a intérêt qu'il vous trahisse pour voir comment vous allez comporter face à ça. Mais je pense pour que l'on comprenne mieux, est-ce que tu pourrais justement nous donner les éléments nécessaires à la compréhension de quand c'est qu'on voit finalement, quand c'est qu'il faut changer, tu vois? Bah, le problème, c'est que c'est du cas par cas, donc c'est compliqué. Donc je vous rappelle les 3 points cruciaux de la mécanique de la vie. La conscience, qui est liée à l'analyse et au discernement, c'est ma capacité à... la confiance, qui elle est liée à la foi, c'est-à-dire ce que je ne peux pas maîtriser. N'oubliez jamais que vous pouvez prendre un astéroïde sur la gueule à n'importe quelle seconde ou faire un arrêt cardiaque alors que vous étiez parfaitement sain. Donc dans l'absolu, vous ne pouvez pas tout... vous pouvez conduire parfaitement et avoir quelqu'un qui prend un sens inverse et vous mourrez. Et le dernier, c'est l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? C'est l'équilibre intérieur. Pourquoi? Parce que l'univers, ce qui nous entoure, n'est prospère que parce que il est en équilibre. Voilà. S'il y a déséquilibre, la prospérité change. Voilà. Donc, conscience, équilibre, confiance. Et donc, il faut voir où c'est que vous péchez. Voilà, vous, moi, tous. J'aime pas dire vous, ça me fatigue. Parce que je m'adresse. C'est pas parce que je ne m'inclus pas. Et donc, le but, c'est d'augmenter les degrés de tout ça. Donc, il vous faut avoir une analyse où c'est que vous allez manquer de discernement d'un point de vue rationnel et froid. En fait, diminuer vos émotions quand il s'agit de penser à vous. Voilà, quand il s'agit d'analyser le monde et vous, autorisez-vous à être sans émotion et à vous dire que tout est possible. Il faut que vous puissiez encaisser
l'incertitude, plus vous pourrez encaisser de l'incertitude, et même qu'à un moment donné, vous avez fait une super thèse, synthèse, conclusion, observation, et que vous êtes arrivé à une conclusion, c'est une conclusion à 99%. Le 100% n'existe pas sur Terre. Le 100% n'existe pas, de toute façon. Le 100%, ça n'existe pas. Parce que vous pouvez vous dire que moi, j'ai 100% de chance de toucher le verre qui est à côté, mais c'est faux. J'ai pas 100%, j'ai 99,99999. Pourquoi? Parce que je peux mourir avant, parce que la matière pourrait changer, parce que je peux reprendre un astéroïde sur la gueule, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre le toit de la maison, ou prendre un tremblement de terre, ou un éclair dessus. Voilà. Donc est-ce que j'ai 100%? Non, 100% ça n'existe pas. C'est ce qui est intéressant, parce qu'en plus ça rejoint les concepts quantiques. Voilà. Où une chose peut être à divers endroits à la fois. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu, tu vois. Super. Autre chose. Top. Mais écoute, moi j'ai une dernière question, ça va porter sur la morale et l'éthique en général. Toi, qu'est-ce que tu penses justement de la place de la morale pour l'homme? Parce que l'homme naît naturellement avec justement une morale qui après se construit au fil du temps, ça a été étudié par divers sociologues. D'accord. Et justement, le point central, tu vois, c'est est-ce qu'il faut faire confiance à cette morale? Est-ce qu'il faut y associer du discernement également? Qu'en est-il? Tu parles de la morale initiale ou la morale collective? Je parle de la morale de l'homme initial, c'est-à-dire moi je vais pas aller tuer quelqu'un naturellement comme ça. Moi je t'avoue, je ne me suis pas penché sur ce qu'en disent les analystes, je ne sais pas. Voilà. Pour moi simplement, là je parle à l'âge que j'ai, pour moi c'est juste que si tu es une société qui en manque trop, au bout d'un moment la sélection naturelle te fera disparaître. C'est ce que je m'évertue à dire. C'est-à-dire que comme tu vas aller contre le bien commun, parce que tu vas manquer de morale, ça dépend sur quel plan tu te situes, mais en somme tu vas finir par te maudire, parce que tu ne vas pas faire des choses qui sont normalement dans l'ordre le plus prospère pour la nature humaine, et pour la prospérité de ta collectivité. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que soit tu vas te maudire vibratoirement, parce que tu vas faire des choses qui sont interdites, voilà. Soit sinon physiquement, je veux dire, si tu penses que sacrifier des gens c'est cool parce que ton Dieu te l'a demandé, ou que tu n'y fais pas attention et que du coup tu vas avoir des morts inutiles parce que tu fais trop travailler certains, ou que tu les envoies au casse-pipe dans des mines parce que tu veux faire de conneries qui servent à que dalle, ou parce que tu vas les conquérir ailleurs, mais en fait ce qui va se passer, c'est que par le biais de la sélection naturelle, ta gestion des autres est moins bonne qu'une autre société qui vit plus loin, et donc quand toutes les deux vous allez s'affronter, ben en fait il y a celle qui aura qui aura le moins coopéré, qui aura été le moins intelligente dans sa gestion, disparaîtra. Et donc en fait la sélection naturelle est une loi de l'univers et donc une volonté divine, au même titre qu'on le voit pour tous les végétaux, qui permet finalement, c'est l'intelligence supérieure qui est dissimulée à travers les lois de l'univers. C'est-à-dire c'est l'expression subtile d'une volonté plus grande et d'une volonté supérieure. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, tu as bien répondu. Juste, je rajoute quelque chose pour bien clarifier peut-être la totalité du discours. Est-ce que cette morale, elle a été, on va dire, créée, inventée par l'origine créatrice, ça y est, justement? Bon, okay. Est-ce qu'elle a été mise en place pour qu'on puisse avoir un côté du curseur de l'équilibre et ensuite l'autre qui dans les tentations? Bien sûr. Alors là, encore une fois, c'est un discours d'absolu. Ce que je viens de dire, c'est un discours assez absolu. C'est-à-dire là, c'est vraiment au plan supérieur. Après, on peut parler de la morale comme on le fait de manière plus classique. C'est-à-dire entre ce qu'on pense être la représentation du bien, du mal, etc. Bon, on peut aussi l'aborder de cette manière-là. Là, j'ai donné une réponse assez absolue. C'est-à-dire que la punition du manque de morale viendra par la destruction à moyen terme de la nation, de la civilisation, ou de la collectivité, ou du type d'individu qui l'aura trop longtemps perpétré. Voilà, ça sera la punition, mais ça s'inscrit dans un temps qui est long. Parce que la punition de la collectivité ne s'inscrit pas dans un camp qui est à court terme. Ça s'inscrit dans un camp, des fois d'un camp de plusieurs siècles. Ça peut être plusieurs siècles. Qui est long pour l'homme. Qui est long pour l'homme. Voilà, dans une incarnation, tu vas dire, mais attends, j'ai jamais été puni. Attends un peu. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui passait. D'ailleurs, bon, ça c'est extrêmement validé. Hein, je veux dire, Sodome et Gomorrhe, par exemple, les évangiles, c'est quand tu deviens trop décadent. Les Romains, bon, c'est ce qu'on fait que dire, c'est quand ils sont devenus trop décadents. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu deviens dans quelque chose où tu te laisses aller à tes passions de bassesse, c'est-à-dire tu es dans le terrien, tu es dans la sensation, tu es dans l'émotion, tu es dans la consommation, c'est-à-dire tu es à tout ce qui te régit au corps. En fait, tu es retenu par toutes les choses du corps. La bouffe, la sexualité, bien sûr qu'il faut manger, j'ai pas dit qu'il fallait pas baiser, mais il faut pas être possédé par ça, il faut pas que ça exerce un pouvoir suffisant. Quand tu commences à t'inscrire dans un trop de tout ça, ça veut dire qu'en fait, une partie de ta spiritualité, de ce que tu devrais être, c'est-à-dire un être plus léger, est retenue par des sensations, des émotions ou des besoins du bas monde, en fait,
fait, du monde horizontal, pas du monde vertical. Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ta nation, ta civilisation, comme en fait ne sera plus dans la verticalité, elle ne recevra plus la lumière, ta civilisation. Elle va recevoir l'horizontalité, qui est en fait le monde de la tentation et le monde obscur, d'une certaine manière. Et donc, au bout d'un moment, ta nation, ta civilisation se fera punir parce qu'en fait, la lumière n'est plus sur elle. En fait, elle est dans l'obscurité. Et donc, la sélection naturelle fera en sorte que, comme elle est maudite, elle se fasse punir de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passerait au plan absolu. Après, si je prends cette question et que je la mets dans quelque chose de plus accessible, c'est-à-dire pour nos quotidiens, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, bon, j'ai déjà abordé ce sujet-là. Déjà, le bien et le mal existent, mais c'est un paramètre, je le redis pour les nouveaux, qui est pour moi en tout cas un paramètre de l'incarnation. Ce n'est pas au plan absolu. Au plan absolu, je pense que le mal n'existe pas. Mais dans l'incarnation, au plan terrestre, en tant qu'humain incarné, le mal existe. Voilà. Donc il faut vraiment dissocier d'eux. Le mal existe, oui, mais dans l'incarnation, pas au plan absolu. Au plan absolu, il n'y a que de la lumière. Voilà. Donc c'est à nous d'essayer de discerner le mieux du moins bien, le bien du mal. Évidemment, il y a de la morale qui est très accessible et collective, comme tu disais, de pas tuer quelqu'un, parce que ça semble être dans l'ordre des choses pour la prospérité de la civilisation. Et après, évidemment, il y a une morale plus fine, qui est ni plus ni moins qu'en fait un concept qui est lié autour de l'équilibre, où quelque part, le but est que les fruits que nous portions amènent une prospérité qui soit plus grande que si nous avions fait une démarche ou une décision inverse. Quelque part, c'est un peu cette dynamique-là qu'il faudrait qu'on mette au cœur de tout ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'il faut trouver des grands critères. Est-ce que ma pensée s'inscrit court terme, moyen terme, long terme? Il faudrait toujours se demander ça. Est-ce que ça produit des fruits positifs, moyens, négatifs? Est-ce que ces fruits qui sont produits, ils sont négatifs pour moi, pour le moyen, à quelle échelle? Tu vois? Parce que finalement, quand tu prends une décision, c'est tout ça qui devrait rentrer en compte. Parce que si ta décision en tue 2 et en sauve 1000, il y a 2 ans, on nous a parlé beaucoup de la balance bénéfice-risque, ben là, elle était excellente. Donc normalement, la raison dénuée d'émotion voudrait que tu autorises la raison à en perdre 2 pour en sauver 1000. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils valident beaucoup de choses de manière médicale. Quand ils voient que la balance bénéfice-risque elle est bonne, ils la prennent. Voilà. Et donc, quelque part, toutes nos décisions devaient être à ce titre, tout en gardant à l'esprit la possibilité en essayant d'être prospère le plus longtemps possible, mais ça oblige, il faudrait qu'il n'y ait que des sages qui gouvernent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Voilà. Aujourd'hui, notre société, l'Occident est la société pour moi des adolescents. Bon, je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, tu connais la théorie. Et donc, nous sommes dirigés par les adolescents. L'adolescent, comme on le sait, est la période la plus pathologique chez l'humain, la plus pathologique chez l'humain. Et parce qu'en fait, elle est dans l'impulsivité, dans le centrisme. Et donc, ce n'est pas génial pour la prospérité qui devrait en suivre. Voilà. Ok, très bien pour moi, merci. Bon, mais écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Comme vous le savez, on ne prépare pas les questions, donc je ne sais pas si on a vu une autre ou pas, tout simplement. C'est pour ça que la chute est peut-être douloureuse pour certains. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi une nouvelle fois d'être venu, Jeff. Merci de suivre la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Rejoignez-nous sur Instagram, YouTube ou en podcast, Spotify, Deezer, etc. Vraiment, laissez des commentaires si vous le pouvez. Même un merci, ça suffit. C'est pas pour le merci parce que honnêtement, on s'en fout, mais c'est juste pour le référencement, c'est sympa. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, les amis.